Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Voilà. Oui, l'Occident survivra-t-il? La chute finale, donc, c'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et l'auteur, c'est notre invité du jour pour ce face-à-face, Olivier Piacentini. Vous êtes écrivain et politologue. Bienvenue. Bonjour André, bonjour Alain et bonjour à tous. Alors Olivier Piacentini, effectivement, quand on lit votre livre, on a envie d'aller se coucher avec du Tranxène. On a envie vraiment de se dire, bon, ben écoutez, attendons, c'est pas la peine de bouger, allez, saoulons-nous, pour ceux qui aiment, qui ont envie de se saouler. Mais c'est vrai, et en même temps, on se dit, eh ben, ce qu'il dit, Olivier Piacentini, il n'a pas complètement tort. Il y a un problème, et vous en parlez dans ce livre. Au fond, vous dites, l'Occident, c'est vrai, pendant des siècles et des siècles, c'était lui qui donnait le là. On le sait, ce n'est pas nouveau. Simplement, là, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une mise en question, ce n'est plus seulement une contestation, c'est quand même, on se demande justement si c'est pas le crack final quand on voit ce qui se passe un peu partout. Vous avez écrit ce livre un peu comme un appel, et on parlera, vous dites dans un prochain livre, vous allez parler de comment on peut s'en tirer. Mais effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs, votre livre a été écrit en Ukraine, mais vous parlez de l'Ukraine, le Covid, enfin tout ce qui se passe depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, la Chine, les pays émergents. Au fond, dites-moi, on est condamné, on est en soins palliatifs, ou quoi ? Pour moi, on n'est pas encore condamné parce que, comme je le dis dans le premier chapitre de mon livre, l'Occident, c'est une civilisation d'exception. Alors quand je dis ça, ce n'est pas évidemment pour ravaler à un rang inférieur les autres. Mais je pense qu'il y a quand même une exception occidentale historique, parce que c'est une civilisation qui a une créativité particulière, qui est fondée sur l'individualisme et qui donne une force créatrice que les autres n'ont pas. Donc je vais écourter à ce niveau. Sauf que voilà, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cet Occident a peur de lui-même. C'est un Occident qui ne se vit plus comme une civilisation à part, mais qui, en quelque sorte, veut se dissoudre dans le mondialisme. Et aujourd'hui, l'élément culturel, politique et social principal qui est porté par les élites occidentales, c'est le mondialisme. C'est-à-dire le reniement non seulement de l'exception occidentale, mais même de la réalité d'une civilisation qui est à part. Mais est-ce que, juste un mot là-dessus, vous dites l'Occident, civilisation d'exception, effectivement, mais aujourd'hui, même les élites, une partie des élites, vous dites, oui, mais pourquoi, effectivement, ça a été notre réflexe colonial, notre exception. Je ne parle pas seulement des woke, qui disent, oui, mais l'Occident, mais il y a d'autres civilisations, et c'est peut-être leur tour, et nous, bon, voilà, on essaye de parler au plus pressé. Alors, écoutez, oui, ça, je l'entends toute la journée, si vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce que les gens qui parlent comme ça sont prêts à payer le prix de laisser leur tour aux autres? Parce que, vous savez, il n'y a pas de miracle. Si nous avons le niveau de vie que nous avons, si nous avons la prospérité que nous avons, le niveau de richesse et le niveau de vie, c'est bien parce que l'Occident était dominant. Aujourd'hui, l'Occident n'est plus dominant. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, nous ne sommes plus prioritaires sur les énergies. Nous avons des problèmes d'approvisionnement. Nos monnaies sont très érodées à cause du laxisme dans la gestion des banques centrales. Résultat, nous avons de l'inflation. C'est-à-dire que le niveau de nos monnaies ne cesse de se dégrader. Notre influence géopolitique ne cesse de décroître. J'avais décrit dans un livre qui s'appelle « Vers la chute de l'Empire occidental », que j'ai écrit il y a 7 ans, j'avais expliqué que la constitution du groupe BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, allait être le contrepoids qui allait empêcher l'Occident de s'imposer aux autres. Alors on est pour, on est contre. Moi je décris une réalité. Je ne fais pas de jugement moral. Bien. Est-ce qu'aujourd'hui le groupe BRIC ne démontre pas ce que j'avais dit il y a 7 ans? Puisque nous prenons des sanctions contre la Russie, et au lieu que la Russie subisse, nous subissons le même contre-coup, parce que finalement nous nous isolons nous-mêmes. Oui, vous n'êtes pas d'accord avec Bruno Le Maire qui veut rarement, en fait. Excusez-moi, mais... Non, mais alors, ce qui se passe, effectivement, quand vous dites, est-ce que nous sommes prêts, est-ce que ces gens... Alors, nous allons en parler juste après cette petite pause. À tout de suite. Oui, restez avec nous pour ce face-à-face passionnant avec Olivier Piacentini. Et vous aussi, dites-nous ce que vous pensez de la question qu'il pose dans son livre « L'Occident survivra-t-il » Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Olivier Piacentini, un livre que je recommande, un livre très clairvoyant, La chute finale, l'Occident survivra-t-il? Est-ce que ça dépend encore de nous? Olivier Piacentini, vous dites à un moment donné, l'Occident, effectivement, n'est plus seul. Est-ce que l'Occident a été, ce que vous voulez dire, effectivement, il se prenait, il dit c'est nous qui dirigeons, etc. Mais à partir de quel moment, à votre avis, en tout cas un certain nombre de gens ont commencé à comprendre que l'Occident n'est plus seul, et à partir de quel moment l'Occident ne s'est plus senti seul? Au début des années 90, quand il y a eu la chute du mur de Berlin, l'Occident a eu, enfin les élites occidentales ont eu pour logique la fin de l'histoire, c'est-à-dire relever les économies du tiers-monde pour harmoniser, en quelque sorte, les niveaux de vie. C'était expliqué dans le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire et de l'dernier homme. Et il y a eu à ce moment-là un sommet du GATT, c'est-à-dire l'ancêtre de l'OMC, qui s'appelait l'Uruguay Round et qui s'intitulait Préférence pour les économies du tiers-monde. Il fallait déployer la prospérité occidentale dans le tiers-monde et développer ces pays du tiers-monde comme la Chine. Alors la Chine, évidemment, c'est le porte-drapeau de ces pays émergents. Oui, à l'époque, soutenus, c'était le tiers-monde. Ouais. Voilà, et porté par l'Occident. Sauf que l'Occident a oublié quelque chose. Vous voyez, l'objectif, c'était de faire en sorte que tous ces pays rentrent dans un monde libéral, d'échanges commerciaux, de démocratie, etc. C'est ce que l'Occident croyait. Mais en même temps que le libéralisme et la libération du marché allaient amener la démocratie. Allait amener la démocratie. Et d'ailleurs, quand la Chine est rentrée à l'OMC, Bill Clinton a fait un discours dithyrambique pour dire « Ah ben la Chine va nous rejoindre petit à petit, ça va être un pays comme le nôtre, le monde entier va s'aligner plus ou moins sur nos valeurs et nos idées. » Mais tous ces pays-là ont conservé leurs valeurs. Et même ont eu un retour aux sources vers leurs valeurs ancestrales. Et même un raidissement de leur politique pour garder leur souveraineté en même temps qu'elle rentrait dans le marché mondial. Et il y a 2 ans, M. Macron a en quelque sorte répondu à Clinton avec 20 ans de retard. Il a dit, est-ce que le monde a changé la Chine ? Ou est-ce que c'est la Chine qui est en train de changer le monde? Donc, et vous diriez peut-être c'est plutôt ça aujourd'hui. Bah c'est vraiment ça, tout le monde le voit. Vous avez la reconnaissance faciale avec le crédit social qui est en train de s'implanter à Bologne, ville communiste d'Italie. Et maintenant dans une commune belge et une autre commune de Toscane. Bon, donc vous voyez bien qu'il y a la Chine est en train de métastaser, mais pourquoi? Mais parce qu'on lui a livré des clés de notre puissance qui sont considérables. Tout ça en vertu d'une idéologie mondialiste et en vertu des intérêts d'une élite qui est faite de multinationales qui avait intérêt à s'implanter dans notre pays. Donc, idéologiquement et économiquement, nous avons abandonné les clés de notre puissance et de notre domination à d'autres pays qui sont en train de monter en puissance. Et on a oublié que ces pays-là, on les a colonisés, si vous voulez. L'Occident, c'est la seule civilisation qui a planté son drapeau sur tous les continents. Oui, mais c'était pour bien faire, disait-il. On apporte la civilisation. Jules Ferry et compagnie. Oui, mais moi je ne critique pas, si vous voulez, ni la colonisation, ni les pays qui les critiquent. Je les comprends. Mais moi, ce que je critique, c'est la façon dont on a géré ça. Parce que les pays qui ont été colonisés n'ont pas gardé que des bons souvenirs, certes, ont probablement une envie de revanche, constatent depuis des années que l'Occident est trop dominant par rapport à, je dirais, la puissance relative qu'il a aujourd'hui sur cette planète, et ils essayent de prendre une part du gâteau de plus en plus grande. Alors vous allez me dire, tout ceci est logique. De leur point de vue, oui, c'est logique. Mais de notre point de vue, parce que moi je défends avant tout les intérêts de la France et les intérêts de l'Occident, mais nous sommes en train d'en payer le prix. Parce que l'inflation, ce qu'on vous appelle l'inflation, le problème ne vient pas de la guerre en Ukraine, ou en tout cas ça l'a peut-être amplifié, mais le cœur du problème n'est pas là. D'ailleurs, vous voyez, j'ai écrit un article dans Boulevard Voltaire en juin 2021 pour annoncer inflation et pénurie. Le problème, c'est que nous produisons de moins en moins, donc nous sommes dépendants des pays asiatiques pour nos livraisons, et par contre, donc nous produisons moins de richesses, mais nous fabriquons de l'argent avec le quantitative easing depuis 2013. Et pendant la période Covid, ça s'est amplifié. Donc tout ça, cette fausse monnaie s'élimine par l'inflation, monnaie dégradée. Nous sommes dépendants de la Russie, de l'Arabie Saoudite et d'autres pour nos approvisionnements énergétiques, et de la Chine pour nos approvisionnements manufacturiers. Nous allons connaître des pénuries. Parce que notre monnaie n'est plus à la hauteur de nos besoins. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant. Vous dites effectivement la fin de l'URSS, la fin de l'histoire, la fin de l'histoire. Mais en 2001, quand même 3 ans après, il y a eu le World Trade Center. Bon, c'était effectivement l'islamisme radical qui faisait irruption de façon très spectaculaire, même si on le connaissait avant.
Qu'est-ce qui a fait que personne n'a pris garde qu'il y avait en tout cas déjà, et personne n'a pris garde même après, qu'au fond on enterrait quoi, la poussière sous le tapis, tout ça n'était pas très important, on avait le temps. Bien entendu, effectivement, le 11 septembre a été un signe majeur d'une volonté de certaines civilisations. Alors évidemment, pas la civilisation musulmane dans son ensemble, Non, bien je ne sûr. prends pas comme ça, mais je dirais une avant-garde de cette civilisation qui veut se venger de l'Occident, c'est très clair. Et évidemment, le Al-Qaïda, puis ensuite Daesh, c'est ça. Donc, on a mis la poussière sur le tapis. Mais vous savez, il n'y a pas pire aveugle et pire sourd que celui qui ne veut pas voir et entendre. Dans l'URSS de la grande époque, qui ne marchait pas, l'économie allait de mal en pis, eh bien, les hiérarques de la nomenclatura se réunissaient et puis ils expliquaient que si ça marchait pas, c'est parce qu'on n'était pas assez communiste. Alors qu'au contraire, c'était le communisme qui les plongeait dans ce problème. Problème de pénurie, par exemple, vous voyez, que l'on retrouve aujourd'hui chez nous. Ben, nous, c'est pareil. Nos élites ne veulent pas voir parce qu'elles sont obnubilées par le mondialisme, obnubilées par cette idéologie, et elles ne voient pas, et elles pensent qu'en fait, si ça ne marche pas encore, c'est parce qu'il y a des éléments au sein de la civilisation occidentale, pour ne pas les nommer les populistes, qui sont des réactionnaires, des passéistes, Voilà. qui ne veulent pas voir l'évolution du monde telle qu'elle doit être, selon eux. On va en parler, on va continuer à parler avec Olivier Pierre-Santini et vous-même, auditeur de Sud Radio, après cette petite pause. Nous revenons dans quelques instants pour continuer de décrypter avec notre invité Olivier Piacentini la chute de l'Occident, s'il va survivre, si vous également vous voyez des manifestations de cette chute ou au contraire pensez que tout va bien, vous n'hésitez pas à nous le faire savoir. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bon, Olivier Pierre-Santini, on n'a pas vraiment envie que les carottes occidentales soient totalement cuites, encore qu'on peut se poser la question. Et au fond, est-ce que ça ne s'est pas joué aussi, vous en parlez dans votre livre, sur le PSG, le Qatar, et vous dites d'ailleurs, c'est intéressant, pourquoi le Qatar peut faire autre chose, ben, donne des milliards ou des millions au PSG, etc. Pourquoi Et vous répondez quoi? Ben, le Qatar donne des millions au PSG parce que le PSG est un outil d'influence formidable vis-à-vis de toute cette jeunesse en particulier qu'il y a dans les banlieues, dont une bonne partie est musulmane, et le Qatar a développé, outre le PSG, beaucoup d'associations, financement de mosquées, dans beaucoup d'endroits dans les banlieues, des aides aussi pour l'emploi des jeunes, de ces jeunes-là, etc. Il y a aussi une œuvre qui peut être valable, hein, je ne casse pas tout dans le même temps, mais le fait est que c'est quand même un outil d'influence d'une puissance étrangère qu'on considère comme notre ami, mais l'est-elle vraiment? J'en doute. Voyez, et je pense que le Qatar, le PSG, c'est une manière de montrer que le Qatar déjà est présent sur le terrain en France, qu'il est aux côtés de toute cette jeunesse musulmane, et puis de montrer au monde qu'il a pris en France une belle prise. Vous voyez, en 2013, quand le titre de champion a été fêté, c'était devant la Tour Eiffel, vous voyez, pour bien montrer. Alors ça s'est fini en émeute, bien entendu, l'effet a été complètement cassé, mais le fait est que Et donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est cette guerre et ce déclin de l'Occident se joue aussi sur le plan symbolique, et pas seulement le Qatar, complètement. tous les autres. Quoi. Mais dans un autre livre qui s'appelait Le crépuscule de l'Occident, j'ai présenté justement toutes ces acquisitions, à la fois d'œuvres d'art, d'immeubles de grand luxe, de clubs de foot, parce qu'il n'y a pas que le PSG, le Milan AC, c'est des Chinois qui l'ont acheté, vous voyez, il y a beaucoup de clubs. Les Russes, à un moment donné. Les Russes, à un moment donné. Ben, c'est les trophées qu'exhibent ces puissances étrangères, ces trophées qu'elles ont gagnés sur les Occidentaux, et elles montrent, ben voilà, vous voyez, le Louvre, ben nous aussi, on a des choses du Louvre. Vous voyez, le PSG, les grands clubs de sportifs, maintenant c'est nous. Alors Olivier Pierre-Santini, on se dit, bon, alors, au fond, vous finissez votre livre en disant, bon, je sais que ce sera pour un prochain, mais quand même, pour un prochain ouvrage, mais quand même, au fond, on pourrait se dire, bah, écoutez, l'Empire romain a disparu, l'Empire austro-hongrois a disparu, comme disait Mark Twain, magnifique, il dit, Dieu est mort, Boswell est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Est-ce que l'Empire occidental, effectivement, il se sent pas très bien, et après tout, on n'a aucune envie de cela, parce que vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous tient à l'âme, au cœur et aux tripes. Mais au fond, vous dites, c'est pas fini.
Pour moi, ce n'est pas fini parce que l'Occident, selon moi, est vraiment une civilisation d'exception. Je le maintiens encore une fois. Vous savez, je voudrais pas qu'on pense que je suis chauvin, voire suprémaciste. Que vous êtes un raciste blanc. Ma femme est africaine, vous voyez. J'ai passé des semaines, quand j'étais jeune, en Amérique latine, dans des familles, au Mexique, à Cuba, etc., pour vivre la vie de ces gens-là. Moi, j'aime la diversité du monde. Chaque civilisation, c'est une part de l'humanité qui nous montre la façon dont elle veut vivre. Et c'est ça qui est formidable. Tout à fait. Mais vous voyez, moi, en même temps que j'aime cette diversité du monde, j'aime aussi ma civilisation et j'aime mon pays, voyez. Et je sais très bien que notre prospérité, elle vient pas de nulle part. Elle vient du travail et du talent de génération en génération qui ont forgé et créé des tas de choses merveilleuses. Et puis elle vient aussi de cette supériorité stratégique et économique que nous avions. Aujourd'hui, nous sommes en train de la perdre. Et nous en souffrons. Et c'est l'assistanat, vous dites un peu. Enfin, on est un peu une génération où on se laisse faire. On nous a bercé d'illusions avec, en particulier, l'abandon du travail, l'abandon de la création. Et c'est d'autres pays comme la Chine qui ont repris ces valeurs à leur compte. Parce on a beau critiquer les Chinois, etc., leur méthode, mais enfin, tout ceci est basé sur un travail acharné et une volonté de créer et d'évoluer. Donc, vous voyez, je ne les critique pas dans leur façon de... Je critique le régime communiste totalitaire, ça je le ferai toute ma vie. Le crédit social et compagnie. Voilà, ça. bien sûr. Mais je ne critique pas ce peuple chinois qui a ce travail au cœur, cette capacité de travailler et de créer aujourd'hui. Donc, c'est devenu des concurrents redoutables. Donc, alors, à nous de nous remettre au niveau. L'Occident doit changer sa grille de lecture et doit retrouver le sens des vraies valeurs. Et pourquoi je vous dis que je suis quand même optimiste, même si je pense que nous allons connaître des années noires, les mois, les semaines et les années qui viennent vont être extrêmement difficiles. Parce que, depuis quelques années, les peuples occidentaux se réveillent. Malgré le matraquage médiatique intense qui embellit toujours la vision du mondialisme et la position de l'Occident, eh bien, de plus en plus de gens sont conscients de la situation. On voit dans de nombreux pays une poussée des mouvements populistes. États-Unis avec le Trumpisme qu'on croyait voir mourir et puis qui finalement est encore là. Et la Suède, l'Italie bientôt, les pays de l'Est comme la Hongrie, la Pologne, etc. En France, là encore, malgré que certains aient fait la fine bouche, mais les scores qui sont réalisés par des partis de plus en plus, je dirais, souverainistes, jusqu'à l'UMP, par exemple, où il y a maintenant un courant souverainiste de plus en plus fort, eh bien, ça représente pratiquement la moitié de la population. Et donc, on avait fait une précédente émission où j'avais expliqué que le forum de Davos cette année avait exprimé, durant toutes les journées de son forum, une grande angoisse à travers toutes les conférences qui ont eu lieu. Le forum de Davos est angoissé parce qu'il voit bien qu'il n'a plus la confiance et le crédit des peuples, malgré le matraquage médiatique et la puissance médiatique dont ils disposent. Et ils sont très inquiets de ça. Et moi, je pense que l'Occident ne peut pas, en 30 ans, abandonner des valeurs qu'il porte depuis des millénaires, des siècles et des millénaires. Et je pense que ces valeurs sont en train de revenir sur le devant de la scène. Il y a beaucoup d'indices qui nous l'indiquent, même s'il y a une évolution. L'Occident, c'est un continent, c'est une civilisation qui est faite d'évolution. Donc, il n'y a rien qui va revenir en arrière, mais on va revenir à des valeurs de souveraineté et de travail. Je pense que c'est ça, de localisme. Vous voyez, de plus en plus, par exemple, de marques font leur publicité en signalant c'est français, c'est fabriqué en France. Bien sûr. Les gens sont sensibles à ça. Vous voyez, donc nous revenons aux valeurs nationales, nous revenons aux valeurs de souveraineté et aux valeurs de travail et de morale. Un certain René Dubos le disait il y a des décennies, penser globalement, agir localement. Tout à fait. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Vous avez raison. Écoutez, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. On va regarder ça. Juste un mot, Olivier Pierre-Santini. Cette chute finale, au fond, donc, vous dites... en fait, vous parlez comme si l'Occident était tombé du 60e étage... Mais jusqu'à présent, nos élites disent, on est au 40e, 35e, et ils disent jusqu'ici tout va bien. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça. Le langage des élites, c'est exactement ça. Mais on est tout va bien. Quelle image formidable, André, c'est tout à fait ça. Et donc, ce que vous dites, vous, c'est qu'on peut encore, effectivement, stopper la chute ou mettre un filet de sécurité. Oui, alors vous savez, le problème, c'est que le temps de l'histoire n'est pas le temps de la vie humaine. C'est-à-dire qu'une civilisation... Une vie humaine, ça dure 70, 80, 90 ans, etc. Une civilisation, c'est des siècles et des siècles. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, le mondialisme que je décris a mis 30, 40 ans à se déployer petit à petit. Eh bien, depuis 5-6 ans, moi, je sens la démondialisation progresser dans tous les sens. Ouais. Mais
Ça On va a vu prendre un la certain temps. dédollarisation du monde qui a commencé, Complètement. sans parler de l'euro et compagnie. Ah, là, c'est n'en vrai. parlons même pas, oui. Bah écoutez, on va en parler avec nos auditeurs. Là, je crois que nous avons... Absolument. Nous recevons aujourd'hui, donc, comme auditeur, premier auditeur, Olivier du Val-de-Marne, qui va nous parler d'un concept qui est apparu cette année dans la campagne présidentielle. N'est-ce pas, Olivier? Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour Saint-André, vous allez bien? Bien. Et bonjour Monsieur Piacentini, avec qui je partage beaucoup de ses avis, en l'occurrence. Il y avait Monsieur Philippe Dallier qui avait expliqué le terme bruxellite, c'est-à-dire pas un Frexit. Oui. Que le problème, c'est que tant qu'on ne retrouvera pas notre souveraineté sur beaucoup de plans, c'est pas que la France, je parle, c'est d'autres pays. Orban défie l'Europe et continue à se approvisionner en gaz auprès des Russes. Ouais. Voilà. Il faut qu'on arrête d'aller faire un adoubement auprès de nos élites politiques et économiques, sauf certaines qui résistent, comme vous le disiez. Par exemple, le propriétaire de Sud Radio, le propriétaire de CNews sont des gens qui ne sont pas dans les petits papiers de Macron, en l'occurrence, et sont des gens fort heureusement qui pensent comme nous, populistes, bien entendu. Le bruxellite, pour moi, c'est quelque chose qui me permettrait à mon pays d'arrêter sur les OQTF, d'arrêter de se faire, je dirais, engueuler à chaque fois, de reprendre notre destin en main. Oui. Voilà. Et vous aviez raison aussi de dire il faut surveiller les élections qui vont arriver en Italie, les midterms aux États-Unis et dans d'autres pays en Suède. J'ai pas suivi la Suède, mais a priori ça va bouger comme vous l'expliquez. C'est à 2 voix près. Hein. On aura les résultats officiels mercredi, mais c'est à 2 voix près. Monsieur Piacentini a vécu en Amérique latine, et je l'incite à regarder ce qui se passe dans le pays de mon épouse, qui est le Chili. C'est en train de bouger. Il y a eu le référendum sur la nouvelle constitution qui a été, comme on dit, un rechazo, c'est-à-dire une déroute pour le président pseudo-élu. C'est une marionnette précisément. Et je vais vous dire une chose, moi je l'ai appris, on a surveillé ça, ma femme et moi. Il a passé 48 heures en asile psychiatrique dernièrement. Oui. Parce qu'il a fait une crise de nerfs face aux résultats. Et la droite au Chili est en train de reprendre progressivement le pouvoir. Il y aura peut-être une destitution et les Chiliens en ont marre en ce moment de ce qui se passe. Mais il faut surveiller de très près ce qui va se passer parce que le Chili, c'est la Formule 1 économique de l'Amérique du Sud et pas le Brésil, contrairement à ce qu'on a beau dire. Mais même au Brésil, Olivier, on va passer parce qu'on a beaucoup de monde et c'est bien ce que vous avez dit, mais le Brésil aussi, ça va être très intéressant entre Bolsonaro et Lula, ce qui va se passer. Juste un mot, Olivier Piacentini, Olivier a parlé effectivement, vous seriez, franchement, pour le Bruxit ou pas? Le Bruxit, c'est Charles Gave qui dit pas Bruxellite, lui il dit Bruxit, mais peu importe. Mais honnêtement, moi je pense que de toute façon... Vous êtes enfin pour un Frexit, pour parler... Complètement. Moi je pense, mais je pense que je n'en parle plus comme ça, parce que je suis persuadé que l'Europe va se défaire d'elle-même. Ah oui. Et j'ai même un petit scénario... que l'Europe va imploser. Bien sûr, parce que tout simplement ça ne tient pas debout. Ça va imploser. Comment est-ce que ça pourrait imploser aujourd'hui? Vous avez un pays comme l'Italie qui a 150% de dette, nous c'est 120, et qui a 1 point de taux d'intérêt en plus que nous. À un moment donné, elle va avoir énormément de mal à payer les intérêts de la dette. Que va-t-elle faire? Surtout si le gouvernement change, il y aura beaucoup moins de scrupules. C'est-à-dire que nous allons avoir un gouvernement populiste avec Madame Meloni. Ils vont sortir de l'euro. Sortant de l'euro, ils vont devenir beaucoup plus compétitifs au niveau de leurs produits. Et un pays comme la France, qui est en concurrence directe sur de nombreux produits par rapport à l'Italie, va être obligé, dans la foulée, de sortir de l'euro. Et tout risque de se défaire de cette manière-là, à cause de cette dette folle dont la BCE a noyé les États européens. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'est Draghi qui l'a inventé en 2013. Hein. Oui, et on n'a jamais su qui c'est qui payait. Hein. Enfin, j'ai l'impression que c'est nous. Voilà. On va se retrouver dans quelques instants pour continuer ce débat passionnant sur la chute de l'Occident ou sa survie. On entendra également vos réactions 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors nos auditeurs, Alain. Oui, nous avons un auditeur, un très fidèle auditeur, Guy de Paris, qui nous appelle pour apporter la contradiction à notre invité du jour, parce qu'il voudrait lui plutôt renforcer l'Europe, Europe dont vous prédisez la chute. Bonjour Guy, on vous écoute, Guy. Bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bonjour. Oui, je vais apporter Bonjour. une contradiction. J'ai 72 ans, depuis 42 ans, donc j'ai créé ma première entreprise, c'était une entreprise de récupération et de recyclage, parce que je voyais qu'on allait dans le mur. Oui. Et j'ai eu raison, je le disais, avant 20 ans, nous allons dans le mur, et j'ai eu raison. Bien, donc ça a été un combat perpétuel contre ce principe. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'union qui fait la force. Hein, c'est aussi bien dans la nature que pour les humains. Vous voyez dans un troupeau de zèbres ou de gnous ou quoi que ce soit, vous voyez les carnassiers qui essayent d'attaquer le troupeau. Si le troupeau est réuni, ils ne peuvent pas attaquer. Si une bête s'isole, ça y est, c'est fini. En ce qui concerne l'Italie, si l'Italie quitte l'Europe, soit quitte donc l'euro, Oui. elle ne pourra pas lutter contre les autres pays. Un humain seul dans la vie est un humain perdu. Donc obligation de rester unis. Pour rester unis, il faut mettre en place des principes, des paramètres essentiels pour la survie de l'Europe, ce qui permet une bonne union. Lesquels paramètres rapidement Par exemple, la sécurité. Sécurité. Ça fait plus de 60 ans que nous sommes les vassaux des États-Unis. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça. C'est vrai, Guy, mais juste un mot. Est-ce que vous croyez que les dirigeants actuels de l'Europe, en tout cas un certain nombre, sont éloignés des États-Unis? Il ne semble pas, en tout cas apparemment. Hein. Ben non, justement, c'est pour ça qu'il faut bien continuer à le dénoncer. C'est pour ça qu'il faut mettre en place. Ça va peut-être maintenant être les peuples de ces pays d'Europe qui vont prendre des décisions. C'est ça que je souhaite. Parce que c'est fini. Je m'aperçois que depuis des dizaines d'années, les gouvernements de ces peuples d'Europe sont incapables, sont incompétents, à commencer par les nôtres. Giscard, Mitterrand, Chirac, qui, pour satisfaire le peuple français, ont emprunté et ont mis la France dans une position d'obligation terrible. 3 000 milliards d'euros de dette. Nous sommes pieds et poings liés. Toute notre fabrication qui a été donnée à l'extérieur, c'est une imbécilité. J'ai eu dans ma vie plusieurs fois l'occasion de redresser des entreprises, d'accord, et je commençais par mettre en place ce qui était essentiel, et ça a fonctionné. J'ai redressé des entreprises avec peu de moyens, mais avec une stratégie bien précise. Oui, le problème, c'est la stratégie. Alors justement, mais je crois que vous n'êtes pas si éloigné que ça d'Olivier Piacentini. Oui. Olivier, qu'est-ce que vous répondez à Guy? Je réponds à Guy que son analyse n'est pas totalement fausse, loin de là. Il y a même des points que je partage, mais je vous ferai quand même observer une chose, Guy. Vous me dites qu'il faut être unis et l'Italie va disparaître si elle sort de l'euro. Mais la Suisse et la Norvège ne sont pas dans l'Union européenne. C'est les deux pays les plus riches d'Europe. C'est la Suisse et la Norvège, ils n'y sont pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, je suis d'accord, c'est mieux qu'il faut être unis. Et j'écris d'ailleurs un livre pour proposer des solutions de sortie de crise où je prévois effectivement de nouvelles instances d'union des pays occidentaux et des pays européens en particulier, mais une union dans quel cadre, avec quels critères, avec quels objectifs? Est-ce que vous trouvez que l'Union européenne nous défend en termes véritablement d'intérêt et de puissance? Non. Voilà. Est-ce qu'elle a été faite pour ça? Non. Elle a été faite dans la foulée du plan Marshall pour que nous devenions le paillasson des États-Unis. C'est ce que j'ai dit, les vassaux des États-Unis. Donc on est bien d'accord. Moi je suis pour une union. Vous avez tout à l'heure pointé à juste titre l'endettement de la France. On pourrait parler de l'endettement de l'Italie. Mais c'est la parité de l'euro qui nous est très défavorable, qui accélère notre désindustrialisation au profit des Allemands et qui fait que nous sommes en train de nous étioler et de pallier avec de la dette. Donc vous voyez bien que sur tous les plans que nous regardons, sécurité, défense, immigration, les portes de l'espace Schengen sont complètement ouvertes. Il n'y a pas les éléments pour lutter contre ça. Donc sur tous les plans, c'est une faillite totale. Alors, on Guy, les a allez-y. les éléments pour lutter. On les a les éléments. Il suffit de faire en sorte de rapatrier, de permettre aux industries de revenir en France, d'occuper notamment ces territoires désertés par une imposition plus faible, une taxation plus faible. Moi, je me suis battu en tant que chef d'entreprise. J'étais au Conseil national de l'entreprise, ce syndicat créé par Jean Micou. Je vous assure qu'on a balancé des coups, notamment à l'URSSAF, mais on a toujours combattu
cette taxation effroyable. Mais Guy, je suis totalement d'accord avec vous. C'est l'assistanat qui surcharge le travail et qui, au contraire, alourdit la compétitivité des entreprises et nous tue. Là, je suis totalement d'accord avec vous. Et il y a effectivement un problème franco-français là-dedans. Mais ne comptez pas sur l'Union européenne pour que nous retrouvions une puissance industrielle optimale. L'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, il y a de vrais problèmes. Voilà. Merci Guy Alla. Merci beaucoup Guy. Là, on accueille Charles de Seine-Saint-Denis qui fait un constat très pessimiste. Bonjour Charles. Charles, oui, bonjour. Bonjour. Bah écoutez, moi je vais un peu casser l'ambiance parce que je suis convaincu en fait que déjà l'Occident va s'effondrer et d'une part par sa propre faute, c'est-à-dire en tant que peuple occidentaux, et d'autre part parce que nos élites sont devenues des traîtres. Ils l'ont pas toujours été. Ouais. Alors, vous dites d'un côté les peuples et d'un autre côté les élites. En fait, vous attaquez tout le monde quelque part. Ah oui, oui, parce que pour moi, tout ça se fait sur les deux plans. C'est pas seulement en changeant les élites qu'on va réussir à avoir un Occident puissant et fier de lui. Je crois qu'il faut avant tout qu'il soit fier de lui. Parce et que vous pour le moment, c'est pas le cas et vous dites c'est mal parti, c'est même fichu, quoi. Moi, je suis très fier de notre histoire. Le problème, c'est que je pense que la majorité du peuple, lui, non. Il s'enfonce dans son auto... en fait, c'est une autodestruction provoquée par les élites qui ne défendent plus les intérêts de leur pays, mais les intérêts des multinationales, qu'elles soient américaines, françaises, anglaises, ou peu importe, ces gens-là n'ont pas de patrie. Ils se sentent bien où n'importe où sur Terre, en fait. Ouais. Ils se sentent bien là où la manne céleste, ou plutôt terrestre, soit là. Voilà. Olivier. Mais cet auditeur, dont je ne me rappelle plus le prénom, mais est tout à fait... Charles. Excusez-moi, donc Charles, je partage pratiquement tout ce que vous venez de dire, avec juste un léger bémol, c'est que le peuple, en fait, s'est laissé séduire par la démagogie de ces élites économiques relayées par les élites politiques. Il s'est laissé endormir. Effectivement, il s'est vautré peut-être dans une forme d'illusion, d'utopie, etc. Mais depuis quelques années, je pense véritablement que le réveil est là. Parce que n'oubliez pas quand que même... la Belle au bois dormant se réveille, là. Je le pense clairement, mais les résultats électoraux sont là et le prouvent. Et au-delà des résultats électoraux, certains types de comportements qui changent. C'est pour ça que moi, je conserve cette part d'optimisme. Et je vous le dis, Charles... revoyez l'émission que j'ai eu la chance de faire avec André il y a 2 mois sur le forum de Davos. Le forum de Davos est dans l'angoisse. Et dans l'angoisse. Le forum économique mondial aussi qui tire les ficelles derrière. Oui, mais ils sont angoissés par l'évolution de la mentalité des populations. Donc, je suis totalement d'accord avec votre analyse de fond, mais je suis plus optimiste que vous. Au moins à moyen terme, je sais que nous allons vivre des moments très difficiles, ça je le sais, mais à moyen terme, je suis plus optimiste que vous. Juste un mot, moi je partage l'optimisme, non. Disons, je partage le fait que le bémol d'Olivier Piacentini, vous savez, l'histoire du monde, elle est peuplée, elle est pavée de moments extrêmement durs, bien sûr, beaucoup plus durs. Enfin, on va pas parler des guerres mondiales, on va pas parler de tout ça, de ce que nos ancêtres ou nos aïeux ou nos grands-pères ont vécu. En fait, il faut se battre. C'est ça. Il ne faut pas se laisser aller, il faut se battre. Chacun à son niveau, il faut se battre. C'est fondamental. Et bien alors, c'est ainsi que se termine ce face-à-face avec Olivier Piacentini, écrivain, politologue, auteur de La chute finale, l'Occident survivra-t-il aux éditions Jean-Cyriel Godefroy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous. On peut aller à votre rencontre ce jeudi 15 septembre à la librairie française, 15h. C'est au 5 rue Auguste Bartholdi dans le 15e. Je serais heureux de vous rencontrer et de discuter, d'avoir de nouveaux débats avec des auditeurs comme Charles, comme Guy, etc. Ce serait vraiment volontiers. Et je rappelle à nos auditeurs que vous pourrez revoir le replay de cette émission sur YouTube. Ne manquez pas d'ailleurs Berkoff dans tous ses états demain. On revient de 12h30 à 14h et on reçoit le journaliste Dimitri Pavlenko, auteur de Combien ça va nous coûter. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye et son invité Jean-Benoît Dumontet, psychanalyste et auteur de Sex Addict, quand le sexe devient une drogue dure. Merci de nous avoir suivis.